Bienvenue à Débat de Cité MKO, espace dédié au débat, aux échanges entre citoyens sur les sujets brûlants de l'actualité de notre époque et de notre temps. Débat de Cité MKO est un lieu d'expression libre et ouvert abordant des thèmes tels que la démocratie, la gouvernance, la justice, l'économie, l'éducation, la santé et bien d'autres. Chaque débat est une plongée profonde dans des sujets d'intérêt public visant à éclairer les consciences et encourager l'engagement citoyen, personnel et volontaire. L'objectif vise à dépasser les limites politiques et partisanes en favorisant une discussion inclusive. Rejoignez-nous chaque dimanche soir de 21h à 23h GMT en direct sur Xspace, Twitter. Débat de Cité MKO, véritable contrôle et veille citoyen. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue ce soir dans ce débat de cité sur non à la démocratie en Afrique et quel substitut. Nous revenons donc au même sujet que d'antan. Toujours la problématique de la démocratie et de cette doctrine qui est vulgarisée aujourd'hui sur le continent et qui, du point de vue d'un ensemble de personnes, arrive à justifier aujourd'hui la survivance des coups d'État militaires au Sahel. Vous savez que les régimes mis en place ont été renversés au Mali, renversés au Burkina Faso, renversés en Guinée-Conakry, renversés au Niger et renversés également au Tchad, sans compter les tentatives de renversement. Beaucoup de gens se sont retrouvés à se liguer contre la démocratie en mettant en avant tous les malheurs qu'ils collaient à la démocratie, indiquant qu'il s'agissait d'un système de gouvernement qui était non seulement venu de l'extérieur, mais qui nous avait été imposé et que pour toutes ces raisons, la démocratie était la première cause des échecs de la gouvernance en Afrique et que c'est à cause de ces échecs-là que les régimes militaires prenaient la suite. En cela, il présentait les juntes militaires qui ont pris le pouvoir dans ces différents pays que j'ai indiqués comme étant les arbitres. Ceux-là qui viennent lorsque le contexte politique est troublé pour des tas de raisons, lorsque le système politique n'arrive pas à se dérouler, lorsque pour des tas de raisons, le pays, la nation, l'État sont complètement bloqués, les régimes militaires viennent pour prendre la suite et éventuellement faire en sorte qu'au bout d'une transition, que ces régimes se débloquent pour que le processus de démocratie reprenne la suite. Ce fut le cas à l'occasion des premiers coups d'État, et ce fut le cas également à l'occasion de la deuxième génération de coups d'État, mais à tous les coups, les régimes militaires qui se sont installés dans le cadre de la transition ou ont été bousculés ou ont été contraints de céder le pouvoir. Ce n'est pas le cas depuis 4-5 ans bientôt que les premiers coups d'État ont lieu, notamment au Mali. Le même régime militaire est en place depuis au moins 4 ans et demi et ne donne pas l'impression justement de décoller du pouvoir. Ce n'est pas la même durée qu'au Burkina Faso, mais presque, en Guinée-Conakry et depuis récemment au Niger. Et quand on a vu l'aboutissement du régime militaire de transition au Tchad, avec des élections qui se sont déroulées dans des contextes qui peuvent faire l'objet de contestations, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui, pour dire simplement que les juntes militaires ne sont pas toujours les arbitres, et quand ils se mettent en place, ils deviennent à la fois partisans et politiques, et déroulent un système de transition dont l'issue est des plus incertaines. Et c'est pour cela que il n'est pas très concevable d'avancer la question de la non-démocratie par le substitut des régimes militaires qui devraient prendre la suite de la démocratie, parce que la démocratie, c'était à bas et à bas et à bas. S'il est clair aujourd'hui que la démocratie en tant que système de gouvernement est originée par l'extérieur, il n'est pas toujours évident que la question de l'inadaptation de la démocratie à notre contexte politique, à notre contexte d'État moderne, soit un argument que l'on puisse mettre en avant. Je m'en vais pour preuve d'avancer juste 5 critères de la démocratie qui, pour la plupart, trouvent à s'installer dans le contexte de nos États. Le premier critère tient justement à la souveraineté du peuple. En Europe comme en Asie, en Amérique comme en Afrique, nul ne doute de ce que le peuple est souverain. Le critère de la souveraineté
est le plus fondamental des organisations et des sociétés démocratiques. Le peuple en Afrique est le détenteur de la souveraineté suprême et il doit donc pouvoir exercer sa volonté par le biais de processus démocratiques tels que les élections libres, tels que les consultations, tels que les référendums. Il est aussi clair que, en application de la souveraineté du peuple, les décisions politiques doivent être prises non pas par un groupuscule de personnes à la tête de l'État, mais avec la participation plutôt active des citoyens et de la grande majorité des citoyens qui sont les seuls à avoir le droit de voter, avoir le droit d'être représentés dans les institutions politiques, avoir le droit de décider justement du sort de l'État et de la nation. Le deuxième critère que je veux mettre en avant, même si ce critère n'est pas fondamentalement africain, il est clair, c'est celui de la séparation des pouvoirs depuis Montesquieu entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Mais on ne peut pas nier que ces pouvoirs avaient leurs équivalents dans nos sociétés traditionnelles et ancestrales. La royauté était l'incarnation du pouvoir exécutif. À côté du roi, les conseillers du roi l'aidaient justement à mettre en place un corpus de droit, une démarche réglementée, des lois et des règlements, et j'en veux pour preuve 1236, la charte du Mandé, la charte de Kouroukanfouga. Bien évidemment, dans les vestibules, il y avait les juges, qui étaient donc ceux-là qui avaient leur pouvoir en passant par le roi, et le roi lui-même étant d'une émanation divine. La question des trois pouvoirs existait dans nos sociétés traditionnelles, même si le principe de la séparation n'était pas acquis en tant que tel. Bien évidemment, on avançait le principe de la séparation pour indiquer aujourd'hui que le pouvoir devrait tenir le pouvoir en termes de contre-pouvoir. Le troisième critère étant la question de l'égalité devant la loi. Bien évidemment, nos sociétés d'antan n'étaient pas des sociétés égalitaires, mais au moins la question de l'équité était un fondement légal. Quand vous relisez encore la charte de Kouroukanfouga, vous vous rendez compte que nul homme n'avait le droit de réduire son prochain à l'état d'esclave, au nom de ce que il était pauvre, au nom de ce que il était démuni, au nom de ce que il était malade, au nom de ce que il était handicapé, par exemple. La question de l'égalité, partant, la question de l'équité devrait donner le sort des rapports humains dans le cadre des transactions qui intervenaient dans nos sociétés. Les citoyens, il est clair, devraient être impérativement soumis aux mêmes règles judiciaires que les dirigeants politiques et les responsables gouvernementaux, même si, dans nos sociétés ancestrales, cela se déroulait dans une moindre mesure. Bien évidemment, dans les sociétés modernes de démocratie, y compris de démocratie avancée telles que la Rome antique ou la Grèce, mais également dans nos sociétés, la garantie des libertés fondamentales était aussi prônée. Par exemple, le châtiment corporel ne pouvait avoir lieu, exécuté en tant que tel, dès lors qu'il était pris dans le cadre d'une décision dans laquelle la personne qui subissait le châtiment corporel avait été entendue et avait eu l'occasion de s'expliquer. Aujourd'hui, en société moderne, dans le cadre de la démocratie, la garantie des libertés fondamentales, notamment la liberté de conscience, la liberté d'opinion, la liberté de presse, la liberté de réunion, sont des libertés qui sont proclamées en tant que telles. On ne peut pas soutenir pendant très longtemps que ces libertés ne sont proclamées que dans le cadre de la démocratie et que chez nous, y compris dans nos sociétés ancestrales, ces libertés étaient bafouillées, par exemple. Ces libertés étaient niées, par exemple. Ces libertés étaient interdites. Par exemple, ce n'était pas le cas. Autre élément qui caractérise la démocratie en tant que telle, et c'est le cinquième, c'est la question de l'alternance au pouvoir. Nous le voyons plus dans les sociétés démocratiques que dans nos sociétés traditionnelles et ancestrales. La question de l'alternance ne se posait pas dans la mesure où la royauté, la chefferie, le pouvoir politique avait une origine, elle était familiale. La question de l'alternance a un sens dans un contexte de démocratie parce que le pouvoir devrait être limité dans le temps.
et l'exercice du pouvoir devrait être non seulement limité dans le temps, mais également limité à un nombre de fois. Et c'est pour ça que nous sommes dans des sociétés modernes de limitation du pouvoir d'une part en termes de durée et de limitation du pouvoir en termes de nombre de fois que l'on peut se maintenir à la tête de l'État. Que ce soit 2 fois, que ce soit 3 fois, que ce soit 4 fois, la question démocratique n'est pas liée tant au nombre de fois, dès lors que le nombre de fois et la durée du pouvoir résultent de la loi. C'est un principe de démocratie que de mettre en œuvre la règle avant que cela ne se déroule, plutôt qu'en le déroulant, de déterminer la règle. Et dernier point, ce sont en plus des caractéristiques de la démocratie, les principes démocratiques. L'un des principes fondamentaux dans le cadre de la démocratie, c'est le principe de l'état de droit. Il vaut à Rome, il vaut dans la Grèce antique, il vaut dans les sociétés modernes, mais il vaut également dans nos sociétés traditionnelles. Je renvoie justement à ce texte de la Charte du Mandé de 1236, qui était le principe de l'assujettissement de l'individu au droit. Bien évidemment, on peut s'interroger sur la personne du roi, qui, elle, à cette époque-là, était plutôt sacrée. Mais nous voyons véritablement des embryons du principe de l'état de droit, de la soumission à l'état de droit, de la primauté de la justice, plutôt que du règlement de compte. Dans nos sociétés modernes également, la problématique n'étant plus que l'origine du pouvoir soit liée à la royauté et au sang, que l'origine du pouvoir soit liée au scrutin. Dans ce cas, un des principes fondamentaux de la démocratie met en avant justement le respect des résultats électoraux. Et voilà un point sur lequel les démocraties dites modernes ont véritablement péché. Tout comme ils ont péché sur la réalité du déroulement du pluralisme politique. Le contexte politique devrait être non seulement pluriel, mais devrait être également libéral en tant que tel. Le pluriel et le libéral a donné naissance justement à des semblants de partis politiques qui n'en étaient pas. Le principe de la responsabilité a souvent été violé en ce que la justice a été souvent prise en otage dans une démarche d'impunité totale où ceux qui étaient au pouvoir, ou ceux qui étaient à côté du pouvoir, ou ceux qui étaient les alliés du pouvoir pouvaient échapper au pouvoir. Les droits de l'homme, on ne peut pas non plus les rattacher uniquement et exclusivement aux sociétés modernes, aux sociétés démocratiques, parce que les droits étaient proclamés, y compris dans nos sociétés ancestrales. La charte du Mandé encore, pour ceux-là qui sont intéressés, proclame les droits, proclame les libertés et proclame exactement tout ce qui allait dans le sens de la protection de l'individu et de la collectivité. Je passe très vite sur la question de la transparence qui est liée donc à l'obligation de redevabilité, tout comme le principe de la participation citoyenne qui fait qu'aujourd'hui, la participation citoyenne n'est pas que mécanique, elle n'est pas que suscitée, elle doit résulter justement d'une volonté individuelle qui permet donc de participer au jeu politique, d'exercer son rôle de citoyen et de pouvoir être capable de dérouler justement le contrôle citoyen. Le principe de l'égalité de tous devant la loi est plus affirmé dans les sociétés modernes de démocratie aujourd'hui que dans nos sociétés d'antan où les bases étaient plutôt liées à l'équité et à la solidarité. Le principe de la tolérance sont aussi des situations dans lesquelles la justice peut avoir un regard humain. Ce que nous appelons aujourd'hui les circonstances atténuantes étaient des situations qui étaient prises en compte justement dans le cadre du jugement prononcé dans nos sociétés traditionnelles. Nier l'évidence de la démocratie en termes, de critères démocratiques, les 5 que j'ai mis en avant. 2, en termes de principes essentiels de la démocratie qui font qu'aujourd'hui, les individus ne sont plus laissés à eux-mêmes dans des sociétés désorganisées, mais plutôt des individus qui sont pris en main dans le cadre de sociétés diverses et diversifiées, mais qui soient encadrées. Encadrées par des lois et des règlements,
qui émane d'hommes et de femmes qui sont investis de ce pouvoir et de cette prérogative, sous le contrôle d'un pouvoir exécutif qui, dans nos sociétés d'antan, était incarné par le roi ou l'empereur et qui pouvait donner l'occasion à un certain nombre de personnes, qui des juges, tous au service du roi ou de l'empereur qui rendait la justice. Parce que la justice était d'émanation divine, en ce que ceux qui étaient investis du pouvoir de rendre la justice avaient leur prérogative des mains du roi qui lui-même était celui désigné par Dieu. C'est vrai que nos sociétés traditionnelles étaient distinctes des sociétés modernes, mais nos sociétés traditionnelles étaient loin d'être des sociétés sauvages, des sociétés dérégulées, des sociétés désorganisées, des sociétés qui dysfonctionnaient. J'en veux pour preuve encore pour tous ceux-là qui veulent lire et comprendre de se projeter dans des sociétés qui, à l'époque, pouvaient éventuellement être le théâtre, le foyer de systèmes d'organisation, de fonctionnement digne d'un état de droit. Je suis heureux que l'on soit nombreux ici ce soir et merci à tous ceux-là qui viennent faire le débat aujourd'hui. Pitié, ne nous disloquons pas entre pro-démocratie et anti-démocratie. Envisageons plutôt pour ceux-là qui soutiennent la doctrine du non à la démocratie en Afrique, quel est le substitut? Et là est le vrai débat. Depuis le temps que l'on entend dire qu'il faut se départir de la démocratie, on n'a jamais entendu une offre de système de gouvernement, une offre de gouvernance qui nous donne l'occasion justement, véritablement, de suivre ceux-là qui se disent aujourd'hui aux antipodes de la démocratie. J'imagine, Amine, que si tu devrais aujourd'hui être d'une doctrine ou d'une autre, j'imagine également que tu aurais des arguments qu'il faut pour dire à ceux-là qui disent non à la démocratie en raison du caractère inadapté de ce système de gouvernement, qu'il est sans doute inadapté, mais qu'il vaut nettement mieux que tout autre système qui peut venir violer à la base le principe de l'égalité de tous devant la loi, à la base qui peut venir anéantir le principe de la justice et de l'indépendance de la justice, à la base qui veut venir nier l'évidence que les hommes et les femmes ont aussi droit à la liberté d'aller et de venir, à celle de penser qu'à celle de dire. Amin. Merci beaucoup, maître, et bonsoir à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Ce n'est pas le premier débat que nous faisons autour de la question de la démocratie en Afrique, et puis spécialement dans l'espace sahélien. On l'a fait depuis ces 2 dernières années, à plusieurs reprises d'ailleurs, et les positions sont malheureusement restées toujours aussi tranchées. Alors moi, la question que je me pose, j'ai commencé à me demander s'il n'y a pas une autre manière d'appréhender le sujet, ou plutôt si avant de commencer à aller dans le fond du sujet de la démocratie, peut-être qu'il va falloir que nous passions un tout petit peu de temps pour décrire, mais vraiment décrire en détail, si possible, de quoi nous sommes en train de parler, et décrire aussi les reproches que les uns et les autres font justement à la démocratie en Afrique. Et l'un des plus grands reproches que j'entends ici et là est celui selon lequel finalement la démocratie en Afrique se réduit juste à des élections qui seraient ou qui sont aussi, parce qu'il y a serait mais il y a aussi sont, souvent viciées, détournées, volées par les tenants du pouvoir. Donc ça, c'est l'un des plus gros arguments. Et donc, à cause justement de ce détournement qui implique aussi bien entendu de grosses pertes financières, on ferait mieux, donc d'après les critiques, de se passer de ce moment d'exercice du droit à la citoyenneté, ou bien du droit fondamental qu'ont les citoyens de choisir leurs dirigeants. On ferait mieux de se passer de ça et de nous occuper
des questions beaucoup plus, je dirais, prosaïques, plus pragmatiques, comme donner à manger, donner à boire, soigner, éduquer les citoyens. Voilà donc un premier argument. Le deuxième argument que nous entendons ici et là, souvent aussi, c'est de dire que finalement, elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée dans la mesure où les modèles de gouvernement sur lesquels elle semble vouloir s'adosser, le plus souvent seraient des modèles de gouvernement importés avec un président de la République, alors qu'ils ajoutent dans le fond ou dans le passé, nous avions des chefs, des rois, des sultans, etc. Serait inadapté aussi dans la mesure où on parle de parlement, on parle de sénateurs, on parle donc de concepts qui seraient totalement étrangers à nous. Ça, c'est le deuxième argument. Et le troisième argument, bien entendu, c'est l'argument, si tu veux, économique. Économique dans le sens où, finalement, même dans le cas où des élections se passeraient de manière transparente, ces élections ne porteraient au pouvoir que des oligarques, des personnes qui sont riches et qui, de toute façon, se seraient enrichies de manière totalement illégale ou injuste et qui vont se retrouver en train de prendre le contrôle des choses dans l'État. Et donc, il y a beaucoup de reproches et les gens se basent donc sur ces reproches pour dire que la démocratie, elle marche pas en Afrique. Moi, ce que je réponds, généralement, c'est de dire, peut-être qu'il faut qu'on définisse c'est quoi l'Afrique. Il y a 55 pays dans ce continent. Et sur les 55 pays, aucun de ces pays, de toute façon, n'a la même expérience que l'autre quand il s'agit de la gestion de la chose publique. Nous le voyons, il y a des pays en Afrique, spécialement en Afrique australe, en Afrique de l'Est aussi, et même en Afrique de l'Ouest, le cas emblématique du Sénégal, on pourrait revenir dessus. Mais parlons des cas qui sont beaucoup plus, je dirais, matures, comme ceux de l'Afrique de l'Afrique australe, où on voit bien que ça fonctionne en tant que système qui permet justement aux citoyens de décider qui seront leurs dirigeants, qui sont leurs dirigeants, qui permet aussi aux citoyens de sanctionner ces dirigeants. Mais ça fonctionne aussi en tant que système dans la mesure où ça permet l'application, l'exercice de l'état de droit, avec une justice qui est indépendante, avec un parlement qui contrôle l'action du gouvernement, donc l'action de l'exécutif, et avec des institutions déconcentrées, très souvent, qui sont indépendantes et dont l'indépendance est assurée même par la Constitution. Par exemple, en Afrique du Sud, ou bien au Botswana, ou en Namibie, l'Institut national de statistique est totalement indépendant du pouvoir public. Leurs budgets même sont inscrits et protégés par la Constitution. Ce qui fait que c'est important, elles font le census, elles font des statistiques qui permettent de piloter, par exemple, l'action publique et de manière totalement autonome et indépendante, sans interférence politique. Ça fait partie des éléments, justement, qui permettent de renforcer la capacité institutionnelle de ces États. L'autre argument, c'est que on a aussi des pays où, justement, les modèles de gouvernement ne sont pas tous les mêmes. L'Afrique australe, essentiellement l'Afrique du Sud, par exemple, ce n'est pas, le modèle de gouvernement n'est pas celui du suffrage universel direct, par exemple. On élit les députés, et c'est les députés, avec le parti qui gagne les élections, qui porte un président au pouvoir, d'une part. Mais d'autre part, c'est un système de régionalisation où les régions sont totalement autonomes, en fait, du pouvoir central, avec leur premier ministre et puis leur propre gouvernement. Et même les premiers et les gouvernements de ces régions sont aussi élus à partir des assemblées régionales, par exemple. Ça marche aussi dans des pays, on va dire comme la Tanzanie, où l'on voit, c'est vrai que ça fait depuis 60 ans que le Chama Chama Mapinduzi est au pouvoir, mais ils font des alternances assez régulières, tous les 10 ans quasiment. C'est le parti qui finit toujours par gagner les élections, mais le parti, il n'y a pas un leader, je dirais, messianique, qui doit rester au pouvoir pour l'éternité, y compris même un bonhomme, un président qui est décédé comme Magafuli. C'est clair qu'après son deuxième mandat, il n'aurait pas pu, ne lui serait pas permis, par exemple, de s'accrocher au pouvoir. Ces pays dont je parle ont construit des institutions fortes, mais aussi une pratique très très solide et ancrée du respect des textes qui se sont donnés eux-mêmes. Un exemple récent,
la Namibie a perdu son président. Les bonhommes dans le pays ne se sont pas posé beaucoup de questions. Il n'y a pas eu une crise, il n'y a pas eu de débat. Le gouvernement et la Cour suprême se sont assis, ils ont ouvert la Constitution et ils ont lu la Constitution. Et qu'est-ce que la Constitution a dit en cas d'empêchement du président de la République, empêchement définitif? C'est le vice-président qui le remplace et puis on a fait prêter serment au vice-président. On a vu le cas pendant le Covid, par exemple en Tanzanie, après le décès de Magufuli, la vice-présidente Safia, c'est pareil, c'est la Constitution qui l'a désignée, et puis on n'a pas eu beaucoup de discussions. Donc dans ces pays, on ne peut pas dire que la démocratie ne marche pas. Pourtant, ce sont des pays africains. Et donc, prendre l'exemple du Burkina Faso, du Mali, du Tchad, du Niger, on va dire, pour ces pays-là, ou de la Guinée équatoriale, ou du Congo, qui sont aussi des pays africains, et puis décider à partir de là, tous des pays francophones, soit dit en passant par ailleurs, décider à partir de là que finalement la démocratie ne marche pas en Afrique. Je trouve ça intellectuellement limité dans la mesure où on va prendre quelques exemples et puis on généralise. Nous, on peut aussi prendre les exemples des pays où ça fonctionne et puis généraliser, mais on ne le fait pas. Donc, ce que je suggère, et c'est ce qu'on va essayer de faire pendant ce débat, c'est peut-être aller sur des cas pratiques, des cas concrets, prendre des exemples, aller par type de pouvoir, de quoi on parle quand on parle de l'indépendance de la justice? Et est-ce que l'indépendance de la justice peut prospérer dans un régime où les citoyens n'ont pas la possibilité, par exemple, de sanctionner les dirigeants? Quand on parle du contrôle de l'exécutif, est-ce que le contrôle de l'exécutif peut prospérer dans un pays où les citoyens n'ont pas leur mot à dire? Quand on parle de l'état de droit, je suis un entrepreneur, je veux investir, je veux m'assurer que mon investissement soit protégé. Est-ce que ça, c'est possible dans un pays où il n'y a pas un mécanisme de gouvernance, de gouvernement qui permet justement de sanctionner les dirigeants indélicats? Et on ne peut pas prendre l'exemple de la Chine pour venir nous l'opposer, puisque moi, je répète toujours que dans le cadre du Parti communiste chinois, tel que ça fonctionne, eh bien, les dirigeants sont choisis. Il y a un long processus de sélection des dirigeants. Et les dirigeants indélicats sont sanctionnés. Il y a une procédure de sanction des dirigeants indélicats. Et dans tous les cas, à part Xi Jinping, qui est en train de faire un troisième mandat, depuis Deng Xiaoping, ou plutôt depuis la mort de Mao, aucun autre dirigeant chinois n'a fait plus de 2 mandats consécutifs. C'est quelque chose qui était inscrit dans la constitution chinoise, tout comme le choix du premier ministre, le choix du président, le choix même des membres du gouvernement. Ça, il y a un procédure bien fait, bien rodé, qui permet de choisir les meilleurs. C'est ce que moi j'appelle d'ailleurs le système de sélection sur la base de la compétence et non pas le système de sélection sur la base de la popularité, de la popularité publique, donc comme on le voit en Occident ou comme on le voit aussi dans nos pays en Afrique. Donc entre les deux, il doit bien y avoir, je pense, un juste milieu. Mais l'objectif n'est pas de chercher un juste milieu. L'objectif justement, c'est de construire un mécanisme qui nous permet de préserver l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel finalement? L'essentiel, c'est l'état de droit. Et l'état de droit qui se décrit avec une justice qui est indépendante, d'une part, qui se décrit avec des institutions qui sont solides et qui sont fonctionnelles, d'autre part, qui peut être décrit avec la possibilité qui est donnée aux citoyens d'avoir la liberté de choisir leur culte, d'avoir la liberté de dire leurs opinions, d'avoir la liberté de critiquer, de choisir qu'est-ce qu'ils veulent de leur vie et de choisir eux-mêmes qui ils sont finalement sans que quelqu'un vienne les enquiquiner ou bien les taper ou sans que l'État en fait ne les empêche de le faire. Et pour terminer, on n'a même pas besoin dans ces discussions d'aller regarder ce qui se passe en France et de critiquer la France parce que c'est l'erreur aussi que nous faisons souvent. On veut toujours se regarder dans un miroir et voir la France dans le miroir pendant qu'on se regarde. Comme ça, on peut casser le miroir, on peut briser ce miroir. Mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de regarder la France. On n'a pas besoin de regarder l'Angleterre. On n'a pas besoin de regarder l'Allemagne, ni même de regarder les États-Unis. Quand nous allons nous regarder dans le miroir, c'est nous que ce miroir renvoie. Et si nous avons des boutons, eh bien, comment est-ce qu'on va enlever ces boutons? Si nos cheveux sont mal peignés, comment est-ce que nous devons peigner ces cheveux? Nos cheveux qui sont mal peignés, ou comment est-ce que nous devons nous raser si nous devons nous raser? Donc, pour moi, c'est ça qui est important. On doit se regarder nous-mêmes et éviter, en tout cas dans ce débat, je l'espère, d'aller chercher ce qui se passe en France pour dire qu'en France, il
il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie. Et donc, non, on n'a pas besoin de ça. Nous sommes arrivés à une étape où nous devons penser à nous-mêmes et par nous-mêmes. Et quand bien même on le fait en français ou en anglais, ou en portugais ou en espagnol, finalement, mais c'est nous qui parlons et c'est pas quelqu'un d'autre qui parle. Il s'agit de nos propres vies. Donc voilà, maître, voilà comment je vois le débat et puis je suis prêt à discuter, à écouter les points de vue des uns et des autres. Et puis peut-être tout le long de ce débat, je reviendrai pour poser quelques questions de base, justement, pour faire un peu ce que Frau et moi on s'est promis de faire, du Freakonomics. Donc, qui est une manière on en parlait tout à l'heure avec Frau dans un autre space, où justement Frau rappelait à propos qu'il y a une étude qui a montré que le bon sens n'est pas forcément la chose la mieux partagée au monde, contrairement à ce que le sens populaire dit, où on a donné justement à un groupe de chimpanzés et puis à un groupe d'êtres humains une série d'objets à classer et qui consiste aussi à prendre des décisions. Et finalement, qui sont ceux qui ont fait les meilleurs choix? C'était les chimpanzés, mais ce n'étaient pas les humains. Donc finalement, les humains n'ont pas toujours le bon sens. Donc on va avoir l'opportunité de rediscuter de tout ça dans le respect, et puis voilà, éventuellement on pourra sortir en renforçant nos positions ou plutôt en les ajustant aussi, mais surtout en les ajustant si c'est possible. Merci beaucoup, maître, d'avoir organisé ce débat. Merci infiniment, Amine. Donc, c'est une opinion qui s'est exprimée et qui est un des pans du débat. L'autre pan du débat, c'est encore notre capacité véritablement à créer des principes. Derrière les principes, pour moi, ce sont des croyances, et derrière les croyances, c'est plutôt l'expression de volonté qui ne soit pas individuelle, mais qui soit des volontés convenues. Par exemple, tu parles d'exemple et allons-y jusqu'au bout. Jamais, absolument jamais, on est arrivé à se mettre d'accord sur la règle fondamentale de la dévolution du pouvoir et de la succession du pouvoir. Tout le monde le dit et sans cesse le répète, que les moyens violents de prise de pouvoir qui s'analysent en d'autres circonstances en un changement violent et anticonstitutionnel doit être banni. De Johannesburg jusqu'au Zimbabwe, au fin fond du Tchad, et en allant jusqu'au Sénégal, le coup d'État est un crime. Malgré ce crime, malgré l'affirmation de ce principe absolu qui doit être cardinal, personne, absolument en tout cas, la grande majorité des personnes ne semble pas choquée chaque fois que l'on en arrive à prendre le pouvoir par la force, et notamment par la force militaire, dès lors qu'un camp se range pour dire que l'autre camp n'a fait que mal et que le remède de la prise de pouvoir par le coup d'État militaire est acceptable. C'est exactement lorsque l'on dit que égorger une personne est un crime, mais tous les matins, on se réveille et on égorge une personne sans raison. Premier point. Deuxième point, et je m'adresse à Dani, pourquoi en francophonie, on a ce type de comportement de négation du droit, de recul du droit, de non-observation du droit, alors même que les sociétés anglophones, aujourd'hui, ont fait un progrès énorme, justement en ce qui concerne la création d'un État moderne, l'institution de principes démocratiques auxquels ils se tiennent. J'en veux pour preuve, Dani, que la société sud-africaine est une société qui est née dans un contexte social et politique tellement difficile, mais jamais, ni les Noirs, ni les jaunes, ni les Blancs ne sont arrivés à remettre en cause le socle de la société démocratique sud-africaine. Et troisième élément, pourquoi opposons-nous tous la question de la tradition sans être capable d'aller piocher dans la tradition ce qui, aujourd'hui, peut être mis en œuvre? On sait pertinemment, Dani, que nos sociétés sont inégalitaires et que l'affirmation d'un principe d'égalité pour autant n'est pas créatrice de droits, alors même que nous savons que nos justices sont chancelantes et personne n'accepte que la règle de droit domine nos rapports sociaux. Plutôt, on écarte la règle de droit quand on veut, quand ça nous arrange, et on la remet pour d'autres parce que simplement
le paradis, c'est pour soi et l'enfer, c'est pour les autres. Mais pour arriver au paradis, encore faut-il mourir et nous n'acceptons pas de mourir, Dani. Merci, Maître Konaté. Merci pour l'invitation et aussi pour cette introduction assez complète. Et je partage aussi les approches que notre ami Amine vient de soulever. Vous avez posé un certain nombre de questions par rapport à l'Afrique francophone, et par rapport à l'Afrique du Sud aussi, par exemple. Et je dirais que la plupart de nos États, et j'insisterai beaucoup plus sur État que sur pays ou sur Afrique, parce qu'il est question d'État, en effet, et il est question de système politique à l'intérieur de ces États-là. L'Afrique du Sud dont vous parlez a hérité, a accepté la pensée politique d'un certain nombre de fondateurs, de pères et mères fondateurs de l'Afrique du Sud moderne, de l'Afrique du Sud actuelle. La pensée politique de Nelson Mandela, par exemple, qui est centrée sur la promotion de la démocratie, de la justice sociale et du développement économique. Cela est connu. Il y a abondamment de littérature là-dessus. Et vous vous rappelez, Mandela prônait depuis sa prison la bonne gouvernance, la transparence, la lutte contre la corruption, et le seul mandat qu'il a fait, il a mis cela en pratique. L'unité nationale est le socle, le fondement de la nation moderne d'Afrique du Sud. Et pour avoir pratiqué, étudié dans ce pays, je crois que ça vaut la peine qu'on en parle. Évidemment, les questions que vous soulevez, Maître Konaté, nous amènent à placer le sujet de la démocratie ou de la démocratisation, c'est selon en Afrique, dans un contexte historique. Chaque pays africain, pris de façon intrinsèque, jouit et façonne son vécu actuel sur un héritage politique. Alors, il y a pas mal de productions, de pensées qui sont axées sur la démocratie, sur le développement politique, sur les processus politiques. J'aimerais essayer de nous replonger un peu dans cette démarche-là pour voir, quand on parle d'État en Afrique aujourd'hui, d'où on vient, où on en est véritablement aujourd'hui et vers où on va. Et je vais aussi extrapoler en nous invitant à savoir que la démocratie au plan universel est en crise partout aujourd'hui. Mais en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe centrale, en Europe de l'Est, en Asie et un peu partout, ceux qui réfléchissent là-bas à la démocratie ne trouvent pas comme alternative de jeter ce système pour en trouver un autre, mais plutôt de voir comment, par les mêmes mécanismes de l'état de droit démocratique, les humains pensants sont en mesure d'apporter des correctifs à d'autres politiques publiques qui ne marcheraient pas. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui la montée des extrêmes en Europe et en Amérique, un peu partout. Mais là, en Afrique, la démocratie est jeune. L'État africain résulte de ces siècles d'esclavagisme, de ces longues années de colonialisme. Et vous savez qu'après la série d'indépendances que les États africains ont connues, il y a eu des expériences politiques multiformes, au moins 3 décennies de politique, par exemple, axées sur des partis uniques, sur des régimes militaires assez forts, on en a connu. Et les années 90 et les luttes politiques auxquelles cela a donné lieu ont centré la recherche de solutions sur l'ouverture, la promotion des libertés, la reconnaissance des libertés publiques, des libertés individuelles, de l'état de droit. Donc, en définitive, quand on parle d'état de droit de démocratie en Afrique, en réalité, l'état de droit n'est plus suffisant pour les Africains, mais l'état de droit démocratique. Donc, mais pour répondre à votre question, pourquoi ça va pas si bien en Afrique francophone? Parce qu'en Afrique francophone, plusieurs États trichent avec la démocratie en prenant qu'une certaine charpente et qu'ils meublent avec d'autres mécanismes qui ne sont pas du tout démocratiques. On a donc des états de droit parce qu'on façonne des juristes abondamment qui produisent du contenu, des constitutions, des lois, des décrets, des arrêtés et autres, mais qui n'ont aucun fondement démocratique. Mais l'Afrique, vue comme telle, vous vous rappelez, Maître, vous vous rappelez Dahomey devenu Bénin, vous vous rappelez de l'Angola, vous vous rappelez de Mozambique, de l'Éthiopie, du Congo-Brazzaville, qui ont été des pays communistes africains. C'est vous dire, Maître, que l'Afrique a rencontré l'Est et l'Ouest par le passé en termes de pensée politique. Ça veut dire que la démocratie dont on parle aujourd'hui, les Africains qui en parlent et qui en pratiquent, ont pratiqué d'autres choses aussi, y compris le marxisme, le léninisme. On a connu des guerres d'indépendance, on a connu des pères de la pensée politique africaine moderne et qui ont généré pas mal de réflexions qui sont enseignées aujourd'hui sur tous les continents. Les pensées politiques du
Kwame Nkrumah, de Julius Nyerere, d'Amilcar Cabral, de Thomas Sankara, de Nelson Mandela et autres. Je ne vais pas oublier Sylvanus Olympio. Et c'est passé à être développé au même moment que en Amérique latine, par exemple, quand on prend des pays comme Venezuela, Brésil, Chili, Équateur, Bolivie et autres, c'était les idées de Bolivar et qui aussi, en même temps que les Kwame Nkrumah et autres voulaient l'unité africaine, là-bas, c'est l'unité de l'Amérique latine. Donc, vous dire que quand on parle de démocratie africaine, prenez la démocratie universelle comme une coopérative. Il y a des Africains qui sont coopérateurs dans cette coopérative et parmi eux ceux dont je viens de parler. Prenez Julius Nyerere, sa pensée politique, c'est une pensée politique socialiste et panafricaine. Il prenait l'idée de l'autodétermination, de l'unité africaine, la justice sociale, l'égalité. Voilà des idées qui peuvent fonder un projet de société. Prenez Thomas Sankara. Il prenait l'autosuffisance économique de son pays, la lutte contre la corruption, la promotion de l'égalité entre les sexes. Je suis très à l'aise pour en parler, surtout que j'interviens depuis le Burkina Faso en ce moment. Sankara appelait à la solidarité entre les peuples africains pour lutter contre l'exploitation par les puissances étrangères. Sa pensée politique était basée sur des valeurs de justice sociale, de dignité humaine, de liberté. Et ces pensées-là sont assez modernes. Elles sont enseignées aujourd'hui. Elles inspirent au-delà de l'Afrique. Je peux parler aussi d'Amilcar Cabral. Lui, à l'époque, pendant les indépendances, évidemment, on sait que ce qui le caractérise, c'est la lutte armée comme moyen de libération des peuples opprimés. Mais maintenant que l'indépendance est partie et que beaucoup d'États se rendent compte que l'indépendance est nominale, là où ça va pas bien, vous voyez des Africains aussi qui prennent des armes. Et c'est pas toujours qu'ils ont raison de le faire, bien sûr. Nyerere, Cabral plutôt, il prônait beaucoup l'éducation, de la mobilisation des masses pour renverser les structures injustes et puis instaurer des systèmes équitables et démocratiques. Je suis là en train de citer quelques pères de pensée politique africaine qui sont aujourd'hui reconnus un peu partout comme des contributions notables à la démocratie comme système politique façonné, créé par les humains, humanité dont les Africains font partie. Kwame Nkrumah, pourquoi n'en parlerons pas? La pensée de Kwame Nkrumah était centrée sur la lutte pour l'unité et l'émancipation de l'Afrique. Au Ghana indépendant, il a promu le socialisme africain. Il croyait à l'importance de l'unité politique et économique du continent et on sait comment il est terminé. Mais en gros, il a quand même, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de politiques africains, quel que soit le territoire africain concerné, qui se réfèrent à Kwame Nkrumah ou encore à d'autres, comme Patrice Lumumba, comme Sylvanus Olympio, ou comme Nelson Mandela, dont on a parlé tout à l'heure. Sinon, maître, c'est pour vous dire que la démocratie en Afrique se pratique. Il y a des pays où elle fait bonne fortune. Aller au Cap-Vert, aller en Gambie, aller au Kenya, aller en Namibie. Il y a, je peux citer au moins une vingtaine de pays qui sont assez stables. Aller au Ghana, même le Nigeria, géant qui est là, il y a des mécanismes institutionnalisés qui font que ces gens ne sont plus prêts à revenir en arrière. Et les Ghanéens, les Nigérians, les Cap-Verdiens, et d'autres pays, pratiquement la quasi-totalité des pays d'Afrique de l'Est, à l'exception du Rwanda, à l'exception du Burundi, sont des États démocratiques et qui ne se plaignent pas. L'Afrique australe, caractérisée par une démocratie qui marche assez bien. Donc, il y a assez de littérature sur la question auquel on peut se référer, certaines assez récentes, comme Nick Shyman, qui a écrit Democracy in Africa, Success, Failure and Struggle for Political Reforms. Il y a des réformes institutionnelles qui ont marché en Afrique, ailleurs ça ne marche pas. Pour conclure, maître, là où ça ne va pas, et malheureusement la plupart du temps c'est en Afrique francophone, c'est là où on a créé des coquilles vides qu'on a habillées comme démocratie, alors qu'il n'en est rien. Je pourrais revenir avec votre permission pour développer d'autres aspects de ce thème passionnant. Merci, maître. Merci infiniment. Je vais donc poser une question à Aoukou, le professeur Aoukou tout à l'heure, avant de revenir à Fraou. Monsieur le professeur, quand on entend Dany tout à l'heure, il met en avant le fait que la démocratie puisse marcher ou ne pas marcher, en définitive, tient aux hommes. Vous êtes Togolais, vous. On sait que au Togo, l'élection, le suffrage en tant que tel, mais pas qu'au Togo, dans l'ensemble de nos pays, l'élection est un mirage, est un subterfuge, est un pis-aller. On sait pertinemment que les résultats d'un scrutin sont loin de refléter la réalité politique du terrain. Un. Deuxièmement, on sait également que nos hommes politiques, pour poursuivre leurs intérêts propres, entreprennent des démarches de réforme politico-institutionnelle dont l'issue permet simplement ou de se maintenir au pouvoir ou de se rallonger au pouvoir. J'entends également tout ce qui est processus
de révision de la Constitution en vue de permettre le troisième mandat. Dans l'hypothèse du Togo, ce n'est même pas une question de troisième mandat, c'est un contournement aujourd'hui qui permet de casser le régime politique en place, de le substituer à un autre régime juste pour se maintenir. Premièrement, l'élection est un mirage. Deuxièmement, les réformes politiques n'ont pas d'autre but que de poursuivre un intérêt privé et personnel de contournement et de maintien au pouvoir. Et troisièmement, comment ça se fait encore que le citoyen est inexistant dans nos pays et encore le contrôle citoyen, lui, on n'en parle même plus. Monsieur le professeur Aoukou. Merci, maître. Merci, cher partenaire du débat et chers invités. Alors, je voudrais poser une question simple de départ. Qu'est-ce qui fait courir les uns et les autres? On dit chez nous, si vous voyez quelqu'un courir, s'il ne poursuit pas un objectif, c'est qu'il est poursuivi par quelque chose. Et je crois que ce constat-là, tout à fait vrai, lorsqu'on observe nos pratiques en politique. Je vais juste m'attarder un peu sur le cas togolais. Le vote au Togo comme moyen d'expression politique remonte à très longtemps dans le temps. Et les femmes togolaises ont voté même avant que les femmes françaises ne connaissent le vote. Mais en vérité, lorsqu'on observe comment le vote est organisé et pourquoi le vote est organisé, on va voir que selon les périodes, on n'a pas les mêmes raisons pour voter. Alors, on prendra grosso modo les choses de cette manière en disant que avant les indépendances, on voulait trouver à travers le mécanisme démocratique les moyens de s'affranchir de la colonisation. Et donc, voter, c'est se libérer. Et à ce moment-là, effectivement, le vote a été ce qu'il a été parce que, comme aujourd'hui on le voit aussi chez nos frères les Kanaks, en fait, on ne peut pas donner à quelqu'un la possibilité de choisir d'être d'un milieu. Et c'est-à-dire quoi? D'être indépendant. Mais c'est par cette voie-là qu'on nous a contraints à avoir nos indépendances. En disant, si vous voulez devenir indépendant, alors il y a un mécanisme qu'il faut utiliser, c'est le vote. C'est le mécanisme démocratique. Nous l'avons utilisé au Togo, ça a marché, nous avons obtenu notre indépendance. Mais en vérité, lorsqu'on regarde, on va voir que la période qui va suivre, le vote n'est plus devenu, ou le mécanisme démocratique n'est plus devenu un instrument pour gérer le pays, et des gens ont trouvé un moyen de galvauder le système électoral pour en faire un système d'accès au bien public. Et il y a eu toute une phase qui a suivi où on a vu alterner toutes les formes de dérapage démocratique, je dirais, qui ont conduit au fait que aller au vote, c'est d'abord trouver un moyen de subvenir à ses besoins. Et j'insiste là-dessus parce qu'on va constater que par la suite, même après la période de confiscation, je dirais du mécanisme du vote par le parti unique, même quand on va déboucher sur les années 90 où nos pays vont être, vont s'engager dans un processus démocratique. En fait, ces processus, lorsqu'on les regarde, surtout dans les pays francophones, dont le Togo, ce n'était pas tant pour libérer nos pays, ce n'était pas tant pour développer nos pays, c'est pour accéder à un minimum de bien-être, se donner les moyens de contrôler le pouvoir, étant entendu que tout le monde n'a pas sa part au bonheur. Alors, on s'est retrouvé chez nous au Togo dans un système pavillonnaire où ceux qui avaient accès au bien commun, à la chose publique, je dirais, à l'économie, à tout ce que cela avait comme élément, disons, élément je dirais, comment je pourrais le dire, c'est-à-dire de bien-être, on trouvait un moyen de priver les autres d'accéder à ce bien-être-là en faisant jouer sur les règles, en les changeant en fonction de ce que l'on voudrait, à savoir garder la part du bien commun pour pouvoir en jouir exclusivement. Et donc,
ceux qui avaient été plus ou moins, n'avaient pas cette possibilité-là de pouvoir accéder à ce bien commun, se trouvaient dans une situation où ils étaient privés de leurs droits primaires, à savoir le droit à l'expression, le droit à l'association, le droit à l'école, le droit à la santé, etc., etc. Et donc, cette situation se prolonge jusqu'aujourd'hui, où on voit qu'une minorité essaye tout simplement de s'approprier le système pour lui donner plus ou moins la forme voulue pour priver une bonne majorité du bien collectif ou du bien commun. Et je crois qu'à ce niveau-là, nous sommes tous interpellés. Parce que quand on pose la question en disant est-ce que l'Afrique ou les pays africains peuvent être démocratiques ou non démocratiques, il faut bien se poser aussi la question de savoir qu'est-ce qui assurait la stabilité de nos sociétés. Nos sociétés étaient essentiellement démocratiques. Un chef ne venait pas s'imposer à tout le monde avec une cour et puis s'approprier tous les biens d'une communauté ou d'une société. Il y avait des règles qui sont édictées, il y avait des règles qui existaient et tout le monde devait absolument se conformer à ces règles. Moi, je prends par exemple dans l'espace qu'on appelle l'espace EV au Togo, qui est le sud du Togo, mais tout est bien légiféré. L'accès au foncier est bien connu. Le code familial, il est bien connu. Et tous ceux qui se retrouvaient dans cet espace-là se conformaient à toutes les formes de règles que la société essayait de promouvoir en son sein. Et je dirais que nous avons été plutôt dans une phase où nous ne nous sommes plus retrouvés à partir du moment où le droit moderne est venu mettre à mal le droit coutumier. Et quand on prend le cas du Togo, là où c'est intéressant, c'est qu'on peut voir que dans la partie anglophone du Togo, où les anglo-saxons ont laissé une liberté d'organisation aux sociétés, on peut voir qu'il y a chez nos frères togolais du Ghana une fierté à revendiquer le droit et à revendiquer la culture comme étant l'élément sur lesquels sont fondées les communautés. Mais par contre, chez nous, on n'a jamais eu des moments de répit pour voir, pour essayer, pour tirer bénéfice de ce que c'est que les règles de droit, les textes, le respect des textes et tout ce que cela peut conférer à un citoyen, si bien que nous sommes dans une privation totale du fait que le droit nous prive de tout, y compris du bien-être. Et c'est là où le problème au Togo devient plus crucial, parce que on ne vous donne aucun moyen de vous réaliser humainement, socialement et juridiquement. Si aujourd'hui vous venez au Togo, vous voulez entreprendre, vous avez toutes les chances d'échouer, parce qu'on ne vous laissera pas la liberté d'entreprendre, on ne vous laissera pas la faveur d'être protégé par la loi. La société fonctionne par, par favoritisme, par corruption, et donc vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Et donc c'est la lutte politique aujourd'hui au Togo, c'est de ramener l'État à ses fondamentaux, à savoir les droits de l'homme, la protection des droits de l'homme, le respect des droits primaires, le vivre ensemble et surtout faire en sorte que ce qui est le bien commun puisse être accessible à tous par les mêmes règles. Alors, si on le prend comme ceci, on comprend tout de suite la question que j'ai posée dès l'entame en disant ce qui fait courir les gens pour truquer les élections, ne pas vouloir la démocratie à leur rythme ou à leur convenance, c'est parce qu'ils courent après le bien-être, un certain bien auquel ils ne peuvent pas accéder autrement que par le fait qu'ils confisquent tout le patrimoine économique du pays. Et que c'est ça qui fait courir les personnes. Et moi, je dis, tous ceux qui peuvent nous demander aujourd'hui de nous inscrire dans un autre processus autre que la démocratie, la question est simple. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas visiter nos propres règles qui sont les règles qui étaient respectées par nos sociétés à la base? Moi, je sais que dans ma communauté, par exemple, le chef
peut être déposé à tout moment. Une fois qu'il ne respecte pas les valeurs, une fois qu'il ne se conforme pas aux règles dictées par la communauté, on lui retire tout simplement le sceptre, le chapeau et les sandalettes qui sont les signes que la société lui confère comme étant une chose. Mieux, c'est que la société, le reconnaissant comme étant la personne qui veille au maintien de la société, la société s'organise pour lui trouver les moyens de subsistance. Et donc, c'est la société qui entretient la chefferie. Ce n'est pas la chefferie qui entretient la société. Et je crois que dans notre système, les choses sont inversées. Et je crois que c'est là où se trouve la question. Excusez. Mais Merci. voilà un peu une première lecture que j'ai de la chose. Merci. Merci infiniment. On a une de retard parce qu'on devrait à cette heure-là ouvrir le space justement aux gens qui souhaitent poser des questions. Mais on a Frau qui est là. Frau, 1. Nos sociétés sont incapables dans l'état actuel de fournir un système électoral qui puisse générer une élection sans fraude. 2. Lorsqu'il y a un contentieux électoral, nous avons des justices qui sont incapables de répondre. 3. Nous avons des sociétés qui sont en déficit de citoyenneté pour des tas de raisons dont on ne pourrait pas rendre responsables les seuls citoyens, mais en tout cas leur rôle et mission de contrôle citoyen totalement défaillant. Est-ce qu'il nous reste plus que l'option militaire comme étant l'arbitre et le seul qui finit par s'ériger en acteur politique? Bonsoir maître, bonsoir à tous. Je n'ai pas nécessairement bien noté les questions par manque de concentration, mais je peux répondre. Oui, vous pouvez les répéter. La question de la fraude. Nos sociétés ne sont pas capables de fournir une élection sans fraude. 2. Dans l'hypothèse de la fraude, la justice, y compris constitutionnelle, n'est pas la bonne réponse. Et troisièmement, le citoyen est absent, le contrôle citoyen qui lui incombe n'est pas exercé. Est-ce qu'il nous reste plus que des juntes militaires comme arbitres et qui finissent par s'ériger en acteurs? Merci beaucoup pour la parole, maître. Je vais commencer parce que le space est vraiment d'immense qualité avec des intervenants, mais il y a un certain niveau de consensus qui peut donner l'impression d'une caisse de résonance. Aussi, je vais prendre le contre-pied. Justement, en parlant déjà des cas de fraude, notamment des cas de fraude électorale, il ne peut pas être nié que l'ensemble des fraudes qui ont pu arriver, principalement d'ailleurs en Afrique de l'Ouest, ont étiolé et mis à bas la crédibilité du système. Et un système qui perd sa crédibilité d'abord pour le citoyen ne peut pas se reposer sur des fondations fragiles pour se perpétuer. L'élection, en fait, elle est un thermomètre de la vitalité démocratique, à savoir qu'on s'attend à ce que les droits, le vote des citoyens soient respectés, qu'il n'y ait pas de bourrage des urnes, que la question des listes électorales soit un sujet qui ne soit pas politisé. Néanmoins, aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, ce n'est pas quelque chose qui est traité de façon égale avec le même niveau, je dirais, de respect ou de même niveau d'indépendance des institutions pour, par exemple, l'état civil et la façon dont va être géré le fichier électoral. Si on part sur la base que le principal outil qui permet de choisir le dirigeant, le principal mécanisme qui permet de révoquer le dirigeant ne fonctionne pas, alors on se pose la question des alternatives qui pourraient le permettre. Et les dirigeants, lorsqu'ils sont illégitimes, ils s'appuient sur les moyens de la police, ils s'appuient sur les moyens de la surveillance, les citoyens qui sont mis en prison pour délit d'opinion, ils s'appuient sur les moyens de l'armée pour faire de la répression, mettre les voix au silence et créer un État qui peut paraître pas forcément non démocratique, mais où il ne va jamais y avoir un niveau de critique ou un niveau de contestation contre leur autorité qui permettent véritablement d'interroger l'ensemble de leurs actions. Et donc, à ce titre, lorsque le moyen et le mécanisme standard de la démocratie semblent bafoués, il faut alors s'avérer que les responsables politiques, ceux qui souhaitent justement revenir dans un pied pour proposer leur alternative, se disent qu'ils n'ont pas d'autre choix
que de se faire complice avec les militaires afin de renverser la table. Parce que si le jeu est complètement inégal et que tu ne vas jamais pouvoir triompher, et que le responsable en face est en train de tricher, tu n'as pas d'autre choix que de renverser la table. À ce niveau-là, il y a une logique qui est, à mon sens, qui est cohérente. Sauf que je ne crois pas que cette logique, en fait, permette de faire aboutir au résultat souhaité. Parce que une fois que cette révocation par les militaires est permise, ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne également les moyens de l'État. On donne les moyens de l'État à un nouvel acteur qui, en plus de la puissance physique, se retrouve avec une légitimité qui est complètement décorrélée du mécanisme de vote. Le dirigeant civil doit tricher. Il doit essayer de bourrer des urnes. Il doit essayer de contrôler le fichier électoral. Il doit essayer de créer une mascarade et une cascade qui permettent de faire apparaître de façon artificielle son procès, son élection comme juste. Le militaire n'a plus à s'embarrasser de ces mécanismes. Le militaire peut passer directement à un contrôle des ressources de l'État. Il peut passer directement à surseoir les différentes administrations. Frau, le président Déby au Tchad, c'est quand même aux antipodes de ce que tu es en train de dire, là, le président Déby. Au terme d'une Oui, mais transition, il a quand même organisé des élections, même si ça peut être contesté. C'est un contre-exemple, mais d'autres ne passent pas par ces corrections-là. Et l'une des choses qui est attendue lorsqu'on parle justement de transition militaire, c'est que le jeu institutionnel revienne. Et à ce niveau-là, les militaires, dans ce cas, redeviennent civils. Ils ne gèrent plus les moyens de l'État à travers leurs moyens, à travers la force et à travers leurs moyens armés. Je pense que, in fine, tout ce qu'on est en train de dire, on n'a pas d'autre solution que ce moindre mal-là. Si on veut pouvoir respecter les différentes sensibilités à l'intérieur d'un État, il apparaîtrait que permettre les voix de pouvoir choisir, permettre la capacité de contester les décisions en place, permet la capacité de faire des réformes, tomberait dans le seul sens de se dire il faudrait l'outil démocratique pour le faire. Néanmoins, même là, on se rend compte que la politique, je veux dire en col blanc, celle des civils, sert d'outil pour s'accaparer entièrement la prospérité du peuple. Dans plein d'États, la question de la corruption, tant bien même elle n'est pas totale, elle va être vécue comme absolument, je dirais, choquante, parce que on se dit que dans des situations où des populations sont dans le total dénuement, souffrent, on voit des dirigeants qui construisent et qui bâtissent des fortunes qui sont immenses, sans jamais avoir cet espoir-là, en tant qu'un citoyen imaginé au fin fond de sa contrée, quel impact et quelle capacité de pouvoir vraiment agir et mettre un dirigeant dont il considère qu'il a failli à la tâche en prison et de pouvoir avoir une action de justice ou de correction contre lui. Dès qu'il y a ce désespoir, on en revient à une population qui, dans la perte d'espoir, se jette dans les bras de celui qui apparaît comme le premier sauveur. À ce titre-là, ça, c'est ce que j'ai envie de dire pour équilibrer la discussion. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois absolument pas. Lorsque nous voyons la raison pour laquelle ces mêmes accusations sont faites, il n'y a pas de preuve ou il n'y a pas de réalité que je vais prendre en contre-exemple pour pouvoir dire il y a des régimes autoritaires, militaires qui ont pu ensuite remplir la mission pour laquelle il aurait été mis au pouvoir. Est-ce que les régimes militaires se traduisent par des meilleurs respects de liberté? Est-ce que les régimes militaires se traduisent par des meilleurs respects des volontés économiques, des respects coutumiers? Je n'en suis pas nécessairement certain, mais je n'ai pas l'impression qu'ils remplissent le rôle comme ils sont entendus. Maintenant, si je fais une chute par rapport à ces différents propos, on peut imaginer différents types d'oligarchie. On pourrait se dire que ce qu'elle substitue, déjà, ça serait celui de casser certains mécanismes d'élection et de reconnaissance des dirigeants, notamment tous les faits majoritaires, celui des élections à 2 tours. Peut-être que les injections de proportionnel, que j'ai toujours trouvé un peu bizarre, mais c'est-à-dire qu'on parle souvent de pays avec beaucoup de diversité, beaucoup d'ethnies, beaucoup de langues, et en même temps,
on fonctionne sur des modes d'élection avec des constructions de majorité très fortes. Il faut faire les 50 plus 1% pour pouvoir être élu. Et dans ce cas-là, on va complètement nier, lisser toutes les sensibilités intermédiaires qu'il va y avoir. Donc c'est une sorte d'unification des États et des esprits à marche forcée qui, à chaque fois qu'il y a faille des dirigeants, parce que finalement on se rend compte que un seul clan tient le pouvoir et ne sert qu'un seul groupe d'intérêts, on n'est pas capable de mettre en place des substitutions, on n'est pas capable de les sortir et ça crée beaucoup de frustration, des frustrations qui s'expriment aujourd'hui par le fait que les régimes militaires soient plus facilement acceptés. Et je pense qu'à la fin de la journée, ce qu'on veut accomplir, c'est d'avoir des dirigeants qui remplissent effectivement les mandats pour lesquels les peuples les ont placés. Je ne vois pas dans l'histoire du monde aujourd'hui, lorsqu'on se dit que on est dans des positions où de plus en plus les peuples doivent s'exprimer, les peuples doivent avoir les destins en main, comment des personnes en armes seraient légitimes de la volonté populaire, à part par des mécanismes qui n'est pas là celui des élections, mais celui par exemple de remplir un stade, celui de se légitimer à travers des maximes populaires. Alors le panafricanisme par exemple a servi, à mon sens, à faire ça. Il n'y a pas d'autre choix que de s'arroger quand même cette légitimité de se parer des pouvoirs du peuple. Donc, si c'est le peuple qui a le pouvoir et si c'est par lui qu'il faut décider, il faut remettre les choses à plat parce qu'il ne s'agit pas de reconnaître ce qui s'est passé avant comme une démocratie. Pour moi, c'est une démocratie de façade et cette démocratie de façade, elle peut être corrigée et d'autres pays qui ont été mentionnés à diverses mesures dans le space ont montré leur capacité à pouvoir faire les réformes qu'il faut, bien même ces pays ne sont pas les plus riches. Parce que là aussi, c'est un des derniers points. Ce n'est pas parce qu'il y aura démocratie qu'il y aura prospérité. Mais sans la démocratie, elle sera dure à mettre en place. Et enfin, pour terminer, j'ai envie de dire que les situations peuvent toujours empirer, maître. J'aime bien le fait que, par exemple, des pays comme, ou je n'aime pas, les pays comme l'Érythrée ne soient jamais mentionnés dans nos débats. On a mentionné la Namibie pour l'aspect démocratique. J'aimerais bien mentionner, par exemple, l'Érythrée. L'Érythrée, c'est un pays sur lequel il y a eu une révolution, a priori. C'est un pays aujourd'hui qui est sur une coupe réglée depuis près de 30 ans. Je n'ai pas l'impression que d'avoir ce régime alternatif autoritaire soit porté de progrès et d'émancipation économique pour les Érythréens. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Des pays qui vivent sous dictature, des pays où les voix des minoritaires ne seront pas respectées, des pays où les exactions seront beaucoup plus faciles à masquer et des pays où à la fin, on se dit que beaucoup d'années ont été perdues et on revient finalement, on fait un pas en avant, on fait 10 pas en arrière. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vois que même dans ta dynamique de tenir la doctrine contraire à celle qui est avancée ici, tu as beaucoup de mal à y arriver parce que au fin fond de toi-même, ta croyance est mineure là-dedans. C'est vrai que ce n'est pas évident aujourd'hui, même si beaucoup de gens nous opposent la question que les libertés ne sont pas essentielles dans le cadre de la gestion d'un pouvoir, qu'un pouvoir autoritaire peut éventuellement mettre l'ordre et la discipline et qui peuvent éventuellement aboutir au progrès. Je demande simplement à Kofi Dov de baisser la main et Anne Citoyen de baisser la main. Je donne la parole une minute à Amine avant de revenir à Kofi Dov et à Anne Citoyen. Amine. Oui, maître. En fait, j'étais en train j'écoutais attentivement Fao et il a parlé de deux choses. Deux choses qui ont retenu mon attention. La première chose, c'est la question des transitions, justement, spécialement en Afrique de l'Ouest. Depuis plusieurs années, depuis 3 décennies quasiment, il y a des changements violents de régime et après les changements de régime, il y a toujours une période de transition. Après, il y a un retour à l'ordre constitutionnel, puis ensuite un autre changement violent et ainsi de suite. Et généralement, le modus operandi du retour à l'ordre constitutionnel se ressemble. C'est-à-dire, on met en place une transition, d'où on exclut toujours de manière systématique ceux qui ont fait le coup d'État et qui ont géré la transition. On va toujours à la recherche d'un nouveau leader ou d'une nouvelle équipe, souvent considérée comme plus vertueuse, qui prend les pouvoirs et qui, au bout de 5 ans, voire 10 ans, mais en tout cas, nécessairement, au bout d'un certain nombre de temps, il y a un désenchantement qui se crée et généralement, ça finit toujours par un autre coup d'État. On l'a vu au Mali, on l'a vu en Guinée, on l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu au Niger, on a vu ça en Sierra Leone, on a vu ça en Guinée-Bissau, on a vu ça en Mauritanie aussi d'ailleurs.
assez régulièrement. Et la question l'interrogation que j'ai toujours face à ces situations, c'est celle de la manière dont les transitions sont gérées. Qu'est-ce que nous ratons dans ces transitions? Est-ce que le fait de rester avec des doxas sans questionnement, qui consiste à dire que ceux qui gèrent les transitions ne doivent pas se présenter aux élections, est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Puisque on a vu à la pratique que ça ne marche pas. Est-ce que le temps qu'on donne aux transitions est suffisant? Et est-ce que le contenu des transitions doit simplement être un contenu électoral, comme on l'a vu ailleurs, toujours d'ailleurs, systématiquement, et on met de côté tout ce qui est nécessaire comme processus de construction des institutions d'une part, et aussi comme processus de création ou de récréation d'une nouvelle élite, cette fois-ci pas nécessairement par le haut, mais aussi par le bas. Donc ça, je pense que ce sont des interrogations sur lesquelles nous ne revenons pas toujours, que nous passons toujours à côté, souvent par perte. Et chaque fois qu'il y a un coup d'État, que ce soit l'Union africaine, les Nations unies, les médias, les intellectuels, les partenaires, tout le monde pousse toujours le même cri. Retour rapide à l'ordre constitutionnel, vous avez 12 mois, sinon vous êtes sanctionné, ou bien vous avez 18 mois, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un. Deux, c'est vrai que l'exemple, quand on parle des régimes autoritaires en Afrique, on oublie toujours, je pense, de manière très soigneuse, d'évoquer le cas de l'Érythrée, avec Issaïa, justement, qui a été dans le maquis pendant pratiquement 40 ans. Issa est rentré dans le maquis début des années 60, donc 30 ans, et il a pris le pouvoir début des années 90, donc, et puis en 94, il y a eu un référendum et il y a eu l'indépendance de l'Érythrée dont il est immédiatement devenu président. C'était un marxiste, il est toujours marxiste, léniniste, c'est un homme très modeste qui est aussi, comment dirais-je, qui n'est pas spécialiste du luxe, du lucre, qui ne vole pas forcément de l'argent, qui ne s'intéresse pas, voilà, comme les choses bling bling, comme on pourrait voir ailleurs, mais qui garde le pouvoir chez lui d'une main de fer, mais vraiment d'une main de fer. Il y a pas de corruption en Érythrée, parce que ça l'intéresse pas, et tous ceux qui sont corrompus sont arrêtés, jugés et exécutés. Donc il n'y a pas de corruption en Érythrée. Mais pour autant, le pays ne se développe pas. Le pays fait face à d'immenses problèmes. Comme ailleurs, il n'y a pas de liberté, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, voilà un bon exemple, souvent qu'on n'évoque pas. Ça, c'est vrai que c'est un pays fermé. Il y a peu de personnes qui parlent, par exemple, tigrinya. Donc la langue officielle là-bas, c'est le tigrinya et puis l'arabe, les langues officielles. C'est un pays que les francophones ne connaissent pas. Issaïa, il est aussi méconnu par le monde francophone. Je pense que j'ai posté 2-3 fois à propos de son histoire. Moi, c'est une histoire incroyable, l'histoire de Issaïa. Que les gens devraient normalement passer du temps à essayer de comprendre qui il est. Donc c'est un bon exemple. C'est un bon exemple qu'on devrait normalement aussi explorer. Et pour terminer, je crois que la dernière chose, encore une fois, maître, et j'insiste là-dessus, nous avons tendance, quand nous nous positionnons pour ou contre, à survoler la question, à aller sur des grands concepts, ne pas aller sur des cas précis. Pardonnez-moi. Quand on parle de démocratie pour ou contre, de quel aspect on parle? Est-ce qu'on parle de la justice, par exemple? Est-ce que on parle de l'état de droit, par exemple? Est-ce qu'on parle de la liberté de mouvement, la liberté de s'informer, la liberté de critiquer? Est-ce qu'on parle de ces différents aspects-là? Ou bien on doit juste, encore une fois, dire qu'elle a failli parce que en Afrique francophone, l'aspect électoral ne semble pas marcher. Donc moi, je nous invite à aller peut-être cas par cas, dans les détails, par exemple, et puis à tirer des leçons. Observer ça. Comme je l'ai indiqué encore une fois tout à l'heure, regardons-nous dans le miroir et regardons-nous ça sans concession. Voilà, maître. Donc, Merci, Amine. Mais en même temps, la démocratie, c'est tout ce que tu as indiqué. Ce sont ces éléments qui constituent la démocratie. On ne peut pas évaluer la justice sans les libertés. On ne peut pas évaluer les libertés sans respect de la démarche de dévolution du pouvoir qui fondamentalement est l'élection. On pourrait éventuellement parler de la question de l'élection, à savoir si le suffrage est universel, direct ou indirect en ce qui concerne le niveau
de compréhension de l'offre politique éventuellement. Après, il y a des principes absolus de démocratie, mais c'est le tout justement qui nous permet d'évaluer éventuellement, de valoriser un Mais régime. c'est ça l'erreur peut-être. Le fait d'insister sur le tout ne nous donne jamais l'opportunité de regarder les parties. Bon, un exemple. Comment veux-tu aujourd'hui faire le constat que dans un pays comme le Togo, on est quasiment à tous les coups en train de rater l'élection pour dire aujourd'hui que le dirigeant politique qui est issu de ces élections ratées est légitime? Comment veux-tu qu'il y ait un système de justice autre que celle qu'il veut, lui? Comment veux-tu qu'il y ait des libertés fondamentales proclamées et dont l'exercice est effectif? Alors moi, je veux bien. Comment on arrive en séquencé? Maître, nous avons des exemples, justement, en Afrique, où, à un moment, les élections ont été déclarées par le monde entier comme étant entachées d'énormes irrégularités, qu'elles ne devraient donc pas être légitimes, mais où on a vu quand même, à l'intérieur de ça, malgré tout, le système judiciaire fonctionnait. L'exemple tout bête, c'est celui du Kenya, où, lors des élections de 2012, je pense qu'il avait opposé à ce moment-là le président Kenyatta avec son rival de l'époque, qui est l'actuel président kenyan. Ce problème avait même finalement atterri à la CPI. Et pour beaucoup d'observateurs de l'époque, c'était un coup de force de Kenyatta, y compris d'ailleurs dans la tête des Kenyans. Mais pour autant, ça n'a pas empêché le système judiciaire kenyan de fonctionner. Tu vois, ça c'est un exemple. Un autre exemple, le Malawi. Il y a 6 ans, il y a eu des élections au Malawi. Le président qui avait été élu à l'époque avait le Conseil constitutionnel, non, la commission électorale l'avait déclaré gagnant. Et le Conseil constitutionnel, sur le coup, avait même confirmé d'ailleurs ça, sur le coup. Il est resté 1 an et demi au pouvoir. Mais pendant cette année et demie, justement, où même l'Union africaine avait dit que c'était des élections qui étaient cool, qui étaient régulières, l'opposition a fait le boulot de contester les choses, point par point, avec des évidences, auprès, justement, de la machine judiciaire. Après 1 an et demi, les élections avaient été annulées, tu vois. Pourtant, ces élections avaient été jugées sans tâche au début. Et même la Cour constitutionnelle les avait validées. C'est pour te dire que aller dans la généralité, c'est bien, mais aller au cas par cas nous permettra justement de mieux apprécier les différences aussi et de mieux les analyser pour comprendre finalement, fondamentalement, quand ça marche pas, par exemple, au Malawi, pourquoi? Si ça marche pas au Togo, finalement, pourquoi? Et qu'est-ce qui, dans ce qui ne marche pas, peut quand même marcher un tout petit peu et qui peut aussi donner de l'espoir pour que, éventuellement, dans 5 ans, dans 10 ans, ça puisse marcher. Moi, je ne crois pas au changement par un coup de baguette magique d'une part, et je ne crois, comme je ne crois pas à l'homme providentiel aussi, et je ne crois pas non plus que une espèce de révolte populaire ou de coup d'État viendra balayer tout et puis tout recommencer. Tant que justement ces différents éléments-là ne sont pas analysés, pris en compte et puis voir aussi, y compris dans des contextes je dirais dans des contextes même d'autoritarisme. Qu'est-ce qui marche? J'avais dit tout à l'heure, si vous prenez le cas de l'Érythrée. En Érythrée, il n'y a pas de corruption. C'est très, très difficile. C'est pas que il y en a et puis c'est caché. Non, il y en a pas en Érythrée. Il y en a simplement pas. C'est une société. Est-ce que les gens sont naturellement vertueux? Non. C'est parce qu'il y a un président qui est, qui est anti-bling-bling. Il y a un mot d'ailleurs pour ça, comme austère, voilà, qui est très très austère naturellement, qui ne s'adonne pas à du bling-bling, qui ne s'adonne à rien de spécial et qui s'assure que et son gouvernement et tout ce qui l'entoure doivent fonctionner de cette manière-là. Tu vois. On peut estimer que c'est positif, mais que ça peut être contrebalancé par son autoritarisme. Mais pour moi, c'est un point à garder. Non, pour moi, c'est pas positif dans la mesure où il n'y a pas de corruption parce que toi-même tu l'as dit, on coupe des têtes. On coupe des têtes hors justice. Et tu l'as dit toi-même dans l'exemple du Malawi, des élections ratées qui sont rattrapées par la justice. Il y a des fondamentaux de la démocratie. Sans justice indépendante et autonome, il n'y a pas de démocratie. Sans élections transparentes, il n'y a pas de démocratie. Parce que autrement, la démocratie voudrait dire le règne de celui qui est fort. Mais je vais pas faire le débat qu'avec toi et moi simplement. Je donne la parole à Kofi Dov. Ensuite, Anne Citoyen prend la parole et après, Brigitte prendra la parole. Donc, Kofi Dov, je donne la parole dans l'ordre, s'il vous plaît, pour que les choses puissent justement se dérouler. Kofi Dov. Merci, maître, pour la parole.
C'est vrai, quand j'ai vu le thème du débat, c'est un thème un peu provocateur, mais à la réalité des faits, c'est un thème d'actualité qui mérite beaucoup de réflexion. Même un thème provocateur peut être d'actualité. Alors, à l'évidence, on est tous d'accord que la démocratie est le moins mauvais des systèmes de gouvernance politique. Alors, il faut travailler à remodeler cette démocratie, à donner une autre vision de cette démocratie-là, puisqu'on est tous unanimes de dire qu'on ne pourra plus revenir à un autre système que la démocratie. Kofi, la question, est-ce que on convoque nos systèmes de gouvernance traditionnels? Alors, convoquer les systèmes de gouvernance traditionnels, lesquels et comment on pourrait interroger Par exemple, exclure l'élection et recourir au lien de sang d'une part ou à la fortune, par exemple. Est-ce que c'est concevable pour vous? Aujourd'hui, ce n'est plus concevable parce que le système dans lequel nous avions vécu pendant tout ce temps, on a goûté déjà à ça. Et quand vous regardez, c'est fait sciemment. Le colon, quand il est venu, il a balayé ce système-là de telle manière qu'on ne puisse pas les interroger au fond. Je vous prends un exemple banal. Quand on parle du droit pénal, mais avant que le droit pénal classique ne soit là, quel est le système d'infraction instauré en Afrique? Quelle est la peine? À quelle proportion? Quelle est la définition de tout ça là de la société ancestrale? On aura des difficultés à s'accorder sur ce qu'il faut dire. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, le travail, c'est de revoir un certain nombre de terminologies et quelle est la définition qu'on y donne. Le mot, Lesquels, par par exemple? exemple, le pays, qu'est-ce que cela représente? La nation, qu'est-ce que cela représente? Euh, le gouvernement, qu'est-ce que cela représente? Le citoyen, qu'est-ce que cela représente? Le vote, qu'est-ce que cela représente? Le dirigeant, qu'est-ce que cela représente? Parce que c'est extrêmement important d'interroger ces notions-là. Et le grand travail consiste à travailler sur le système de dévolution du pouvoir, c'est-à-dire les élections. Il faudrait faire comprendre aux citoyens, aux populations que les élections ne sont pas un fait banal. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on a tendance à banaliser les élections. Tout à l'heure, on parlait de l'indépendance de la justice. Il y a des pays qui ont garanti l'indépendance de la justice, mais le juge lui-même refuse d'être indépendant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens-là? Quand vous avez dans des pays où on dit le juge n'est soumis qu'à l'autorité de la loi, et les textes sont écrits de telle manière que la seule sanction dont un juge pourrait avoir peur, c'est l'affectation. Et en même temps, vous avez des juges qui sont inféodés au système et des juges qui s'amènent eux-mêmes pour être corrompus. Vous avez des juges qui viennent dans des bureaux avec des dossiers pour dire, ah, j'ai vu un tel poste ici, je voudrais telle recommandation, je voudrais que vous m'appuyez, que vous me faites ceci. Ce juge-là, il se met la corde au cou lui-même. Il y a des juges qui acceptent d'exécuter des décisions manifestement illégales. Et ils savent pertinemment que s'ils refusaient de les exécuter, rien ne va se passer. La seule chose, par exemple, la loi dit que le juge du siège est inamovible pendant 3 ans. La seule chose qu'il peut craindre, c'est l'affectation. Mais il y a certains juges qui refusent cette indépendance et ils préfèrent s'inféoder. Quand vous prenez la conception de... Voilà pourquoi j'ai dit il y a des mots qu'il faut définir. Le parti politique. Qu'est-ce que c'est qu'un parti politique? Quelle est la conception que Oui, les mais militants ont de ce parti? en définissant ces concepts, en quoi ça nous avance au point d'éviter la perversion démocratique? Oui. Définir un parti politique, je veux bien, mais en quoi ça peut venir impacter positivement sur la pratique démocratique? Ça impacte du moment où le citoyen sait désormais ce dans quoi il s'engage. Parce que beaucoup rentrent en parti politique ou beaucoup rentrent en politique parce que on suppose que quand on rentre en politique, on va s'enrichir. Il y a l'éternelle question de la pauvreté et de l'enrichissement. C'est des systèmes qui sont faits sciemment par le colon. C'est des modèles créés sciemment par le colon pour nous laisser pervertir dans ça. Parce que quand le villageois ne sait pas que sa vie dans les 5 années à venir est déterminée par l'acte que lui, il pense être banal, aller mettre un bulletin dans l'une
c'est tellement banal que les gens ne maîtrisent, que les gens ne pèsent pas le pour et le contre de de ce qu'ils font. Et ils ne se disent pas que le véritable pouvoir, c'est eux qui le détiennent et qu'ils peuvent sanctionner. La corruption, le détournement du denier public, c'est fait de telle manière que le peuple aujourd'hui ne les considère plus comme étant des infractions. Très bien. Dans nos sociétés aujourd'hui, le détournement du denier public n'est pas considéré comme du vol, n'est pas considéré comme une infraction, c'est une prouesse intellectuelle. Très bien. C'est le plus Pardon. brave qui arrive à détourner. Donc, c'est tout cela qu'il faut revoir. Et moi, j'ai appartenu à une organisation marxiste où on a essayé la critique, d'abord la présentation, la critique, l'autocritique et la synthèse avec une table de séance. On s'est rendu compte que même la table de séance est corrompue. Et après, on est allé au système des grands électeurs. Et même ça, c'est la catastrophe. Vous êtes dans quel pays, là? Le système des grands électeurs. Ça a déjà été mis en œuvre ou ça a été conçu? Non, moi, j'ai fait mes écoles à l'USN, à l'Union, Non, vous n'êtes pas obligé de dire le pays si vous voulez pas, hein, je comprends. non, 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 c'est non, dit. non, 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 non. J'ai fait l'USN, Union des étudiants nigériens. C'est là où j'ai fait ma Est-ce que le formation. système des grands électeurs a été mis en œuvre? Vous êtes en train de dire la mise en œuvre ou bien ça a été conçu? Non, ça a été mis en œuvre, le système Très bien. des grands électeurs dans notre organisation qui consiste à déléguer dans des facultés 5 grands électeurs par faculté qui élisent le comité exécutif. On suppose que c'est des gens qui sont avertis, qui sont Ouais. Pour éviter un peu le suffrage universel direct. voilà, pour éviter. Ok. Mais on s'est rendu compte que même à cette échelle-là, il y a de la corruption. Donc Très bien. Alors, pardon, Kofi Dov, je vous D'accord. arrête là juste pour donner la parole également à une citoyenne également, parce qu'on est beaucoup à demander la parole. À une citoyenne. Oui, bonjour à tous. Allez-y. Alors, du coup, moi, je vous parle, comme vous parlez de démocratie, moi, ça me touche profondément, la démocratie également. Alors, moi, je suis français, et mon pays, la France, je ne pense pas que c'est une démocratie. Alors, pourquoi je ne pense pas que la France, par exemple, est une démocratie, comme de toute façon tous les pays dans le monde, hein, personnellement pour moi? Parce qu'en fait, la Constitution, qui est le droit le plus haut, en tout cas en France et dans beaucoup de pays, en fait, il n'est pas régi par le peuple. Donc, il n'est pas régi par son propre peuple. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont auto-désignés à faire des constitutions à la place du peuple. Et alors, moi, en France, par exemple, nous en France, vous allez voir le droit du citoyen dans notre constitution, il est ridicule. Il n'a aucun droit, le citoyen, dans notre constitution, comme je suppose dans la plupart des constitutions dans le monde. En fait, la démocratie, pour moi, c'est le demos kratos, donc le pouvoir au peuple. Et donc, si on veut donner le pouvoir au peuple, il faut que le peuple ait le plus haut pouvoir. Donc, c'est-à-dire qu'il puisse régir sa constitution. À partir du moment où le peuple, en fait, ne décide pas de sa constitution, c'est-à-dire ne décide pas comment vont être régies ces institutions, que ce soit judiciaire, que ça soit électoral, que ça soit n'importe quelle institution de son pays, il n'est pas en démocratie. Il est dans un système représentatif où en fait des gens en fait sont délégués, on délègue son pouvoir à d'autres personnes. Et nous, en France, eh ben, c'est le cas. Et c'est le cas dans beaucoup, beaucoup de pays dans le monde. Et donc, ça me tient à cœur parce que, voilà, le continent africain, etc., a pas mal, en fait, peut avancer, peut évoluer pas mal aussi sur ce cycle. Et nous, on a eu les gilets jaunes, etc., qui a prouvé également en fait qu'on peut se faire mutiler en France, que on n'est pas vraiment en démocratie, etc. Même si on peut parler, même si on peut faire des choses, etc. Mais je pense que on a pas mal de pays dans le monde où on pourrait vraiment améliorer tout ça.
et Très bien. qu'on peut se battre ensemble, entre guillemets, qu'on peut lutter ensemble pour plus de démocratie, quoi, effectivement. Très bien. Merci infiniment. Brigitte a la Super. parole. Merci pour la parole. Je voudrais répondre à une ou deux questions qui ont été abordées au cours de l'espace. La première, c'est faut-il convoquer nos systèmes traditionnels? Je pense qu'il faudrait que nous partions d'un postulat qui est que dans les pays où nous vivons aujourd'hui, les systèmes traditionnels ne sont plus homogènes. On pouvait parler de royauté auparavant, il y a quelques siècles, parce que on vivait en petite communauté qui avait défini leurs règles, qui avait leurs traditions et qui étaient respectées. Mais aujourd'hui, si je prends le petit Togo de 56 000 km², les pratiques sont différentes, suivant que je parle du pays, en commençant par la frontière, le nord, la frontière du Burkina Faso, que je suis en pays Moba, que je descende un peu en pays Sioux, un pays Kabyais, etc. Les règles ne sont pas les mêmes et nous avons un destin commun. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faudrait que nous trouvions des règles de vivre ensemble communes. Donc, forcément, la question des traditions, pour moi, elle n'est plus pertinente. On doit dépasser ce stade parce qu'on ne sait plus de quelle tradition on va parler aujourd'hui. En même temps, Brigitte, on n'est pas très pertinent non plus si on va aller chercher la tradition des autres. Quand on parle, par exemple, de séparation des pouvoirs aujourd'hui, dans nos esprits d'Africains, cela représente quoi dès lors que nous sommes issus de pouvoirs traditionnels qui ont eu pour nature de réunir entre les mains de la seule et unique personne les mêmes pouvoirs d'une part, et c'est vrai que la question de l'égalité aujourd'hui paraît beaucoup plus pertinente dans nos sociétés modernes, y compris africaines, que dans nos sociétés d'antan. Mais si on repousse l'ensemble de nos traditions, j'ai bien peur qu'on soit sans tradition et que l'on soit avec la tradition des autres qui ne sera pas non plus opérante dans nos systèmes. Oui, mais nos sociétés africaines ne sont pas si inégalitaires que ça. Ce sont des sociétés fondamentalement communautaires où le social, la communauté a un rôle important. Bon, même si toutes les sociétés, nos sociétés ouest-africaines ne sont pas organisées sur le modèle de l'Afrique australe où l'Ubuntu est un élément important, il y a quand même intrinsèquement dans nos sociétés un idéal de solidarité que l'on garde et que l'on doit continuer à garder, qui doit fonder, qui est le fondement de nos règles. Non, ce que je récuse dans nos traditions, c'est la royauté, le fait qu'il y a un chef, parce que ce n'est pas vrai. Le professeur Aoukou a abordé un peu la question, mais dans nos sociétés aînées, par exemple, le chef n'est pas un chef omnipotent, omniprésent. Il y a toujours auprès de lui une sorte d'ambassadeur, les pouvoirs sont partagés, etc. Mais bon, on est quand même obligé de trouver des règles communes, et c'est en cela que le fait de dire que on retourne à nos traditions, à la royauté, ça aujourd'hui, ça n'est simplement plus possible parce on n'a plus une homogénéité ethnique qui serait la base des traditions. Donc dans la recherche de ces règles communes, j'écoute Amine qui donne des exemples de deux pays où la démocratie fonctionne, même partiellement. Il a parlé du Kenya, il a parlé du Malawi. Alors, est-ce que c'est un hasard que si ces deux pays sont des pays anglophones, et on constate que c'est vraiment dans nos pays d'Afrique francophone que l'on dit que la démocratie ne fonctionne pas. Effectivement, certains chercheurs explique la différence entre le fonctionnement plus démocratique en Afrique anglophone par rapport à l'Afrique francophone par le fait que les sociétés anglophones sont des sociétés de common law où
finalement le juge estime qu'il tient beaucoup plus son pouvoir du peuple que de l'exécutif, que du président de la République, etc. Alors que dans nos sociétés francophones de droit napoléonien, finalement, l'exécutif arrive assez rapidement, et surtout le chef de l'État arrive assez rapidement à mettre le grappin sur la justice et à façonner la justice à son image, de manière à ce que cette justice lui accorde finalement une immunité de fait. Voilà. Est-ce que c'est aussi le fait que finalement nos régimes en Afrique francophone, quoi qu'on dise, si on regarde les choses en détail et à la loupe, on se rend compte que dans beaucoup de nos pays, ce sont des militaires, héritiers des premiers coups d'État qui ont frappé l'Afrique quelques années après les indépendances, qui sont au pouvoir ou avec ou leurs enfants ou bien leurs alliés de l'époque. Les régimes d'Afrique francophone sont beaucoup plus des régimes militaires qu'on ne le dit en réalité. Spécifiquement dans le cas du Togo, le Togo n'est pas un régime civil, c'est un régime militaire. Ne parlons pas de l'Afrique centrale, on parle du Gabon, du Congo, etc. Il y a encore une très très forte présence des vestiges des auteurs des premiers coups d'État qui ont balayé les présidents qui sont les pères de l'indépendance. Alors bon, les militaires, est-ce que fondamentalement ils sont mauvais? En général, quand on pose la question, on cite deux exemples. On cite Jerry Rawlings et on cite le général Park de la Corée du Sud en disant mais c'est parce que c'est par des coups d'État que ceux-là sont venus. Ils sont restés au pouvoir pendant 20 ans au moins pour chacun, mais ils ont réussi quand même à installer des démocraties solides qui durent encore aujourd'hui. Mais on constate que malheureusement, chez nous en Afrique francophone, les militaires, quand ils font des coups d'État et qu'ils prennent le pouvoir, même quand ils restent pendant 10 ans, pendant 20 ans, finalement, la situation n'est pas meilleure que celle dont ils se prévalent lorsqu'ils font leur coup d'État. Alors, bon, comment sortir de tout ça, de mon point de vue? Moi, à mon avis, il y a d'abord les citoyens que nous sommes devons nous réapproprier reprendre conscience des pouvoirs qui sont les nôtres. Vous l'avez dit au début, Maître, la souveraineté, elle appartient au peuple. Et c'est le peuple qui confie sa souveraineté, l'exercice de sa souveraineté à des gens qu'il désigne. Donc je pense que si nous repartons en ayant conscience que nous sommes les détenteurs de la souveraineté et que nous repartons dans une lutte des citoyens réunis dans des organisations de la société civile pour nous réapproprier cette souveraineté, pour redéfinir les bases de la société que nous voulons, du contrat social que nous voulons à travers la définition des constitutions qui nous ressemblent, qui intègrent notre histoire, à la redéfinition des systèmes électoraux qui permettent de garantir que chaque voix compte et que chaque voix compte et qu'il y a une équité dans la répartition des voix, que nous remettons en place le suffrage universel pour élire nos dirigeants ultimes. Progressivement, les choses s'amélioreront. Même si on prend le cas du Sénégal que nous regardons tous aujourd'hui comme un modèle, il y a eu des hauts et des bas, mais il faut que nous, Africains, prenions l'habitude de réparer, d'améliorer nos systèmes et non à chaque fois de jeter le bébé avec l'eau du bain parce que ça ne marche pas, sans
définir ce qui va remplacer. Vous posez ce space pose bien la question du substitut, mais moi, ma réponse serait le substitut, il n'y en a pas d'autre, c'est la démocratie, mais simplement prenons le temps, prenons la peine, mettons-nous ensemble pour réparer ce qui ne va pas dans notre démocratie progressivement, mandat après mandat, et c'est en cela que la limitation des mandats est, de mon point de vue, un impératif, parce que si quelqu'un n'a pas réussi en 5 ans, en 10 ans à faire progresser la démocratie, s'il n'a pas non plus réussi à se former une équipe qui puisse prendre la succession et continuer son travail positif, si effectivement il a pu en 10 ans engranger des résultats positifs, alors il faut vraiment qu'il se retire et qu'il passe la main à quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas d'autre issue. Vous avez effectivement listé un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre de principes. Reprenons ces principes les uns après les autres et travaillons à les améliorer, à les mettre en place pour qu'ils fonctionnent concrètement. Personnellement, je ne vois pas d'autre issue. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. Ça veut dire qu'en clair, il faut que le citoyen soit présent, joue son rôle et tout son rôle. Et il faut que aujourd'hui cette participation citoyenne permette aujourd'hui de faire de la démocratie effective, justement en veillant sur la mise en œuvre de l'ensemble des principes, de l'ensemble des critères qui sont déterminants de la démocratie. Le premier objectif, c'est d'abord de créer le débat, et je pense qu'on a créé le débat. Le deuxième objectif, c'est de nous entendre chacun dans nos spécialités, chacun dans nos croyances, chacun dans nos convictions. Et là aussi, quoi que l'on dise aujourd'hui, on sait qui est Amine, on sait qui est Sega Diarra, on sait qui est Ibrahima, on sait qui est Dani, on sait qui est tout le monde ici. Et le troisième élément, et vous l'avez dit, au lieu de singer la démocratie, il faut simplement que l'on tire les conséquences logiques de cette démocratie qui nous est tombée du ciel, qui s'est déroulée devant nos yeux avec des imperfections, des incohérences et surtout des défaillances. Et troisièmement, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où on peut imaginer qu'est-ce que peut être la démocratie en construction. Je vous remercie tous. Bonne soirée. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur Twitter et nos réseaux en général, ainsi que sur d'autres plateformes pour rester informés des prochains débats en live et des épisodes à venir. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'épisode. Nous sommes toujours reconnaissants lorsque vous vous exprimez.